Bienvenue sur cette chaîne entièrement dédiée à la sociologie. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je m'appelle Carolina, j'ai 24 ans, je suis étudiante en 3e année de bachelor en sociologie à l'université de Genève et aujourd'hui on va voir le 3e paradigme de la série sur les grands paradigmes qui ont dominé la sociologie ces dernières années, ou en tout cas ceux qui se sont démarqués assez pour devenir importants, et aujourd'hui on va parler du paradigme du choix rationnel. Comme pour chaque paradigme, j'ai choisi de te présenter la sociologie d'un auteur en particulier, même si chaque paradigme contient entre guillemets plusieurs auteurs. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de l'illustrer avec la sociologie de Raymond Boudon, qui est un sociologue né en 1934 et décédé en 2013, dont la sociologie diffère beaucoup de ce qu'on a pu voir dans les paradigmes précédents, puisque cette fois on va utiliser une échelle que l'on n'a pas encore utilisée jusqu'à maintenant dans mes vidéos, qui est l'échelle micro-sociologique. C'est-à-dire qu'on va analyser les différents comportements sociaux et phénomènes sociaux à l'échelle des individus. Ce paradigme est apparu entre guillemets en réaction au paradigme précédent que l'on considérait comme beaucoup trop porté sur les structures, beaucoup trop dans l'idée d'un déterminisme social, beaucoup trop dans des perspectives sur-socialisatrices, et donc le but ici c'est de redonner de l'importance à l'échelle individuelle, à l'action personnelle, d'où le nom de paradigme de choix rationnel. En gros, selon ces auteurs, on a tendance parfois à oublier dans les autres paradigmes que les individus ont une capacité de réflexion propre, qu'ils ont une sorte de marge de manœuvre dans leur manière d'agir et qu'ils ne sont pas juste le produit d'une machine sociale qui les déterminerait en long, en large et en travers. Ça ne veut pas dire qu'ils ne considèrent pas que les structures sociales sont importantes pour expliquer nos comportements et les phénomènes sociaux, mais juste qu'elles ont moins d'importance que ce qui a été avancé dans les autres paradigmes, et donc les auteurs du paradigme du choix rationnel vont accorder beaucoup plus de crédit et beaucoup plus d'importance à la dimension de ce qu'on appelle l'agentivité, qui en gros signifie la capacité d'action des individus, justement la marge de manœuvre qui est à leur portée pour prendre des décisions indépendamment d'influences externes. Selon Raymond Boudon, les individus sont dotés d'une rationalité, et ça c'est un concept très important pour comprendre ce paradigme. Et cette rationalité va leur permettre de faire des choix personnels en fonction de ce qu'on appelle leurs préférences individuelles. Puisque nous vivons en société, c'est-à-dire les uns avec les autres, la rationalité d'une personne va entrer en interaction avec la rationalité des autres, et cela va créer ce qu'on appelle un effet d'agrégation. Il y a donc une connexion des différents choix personnels, des préférences et des rationalités de chaque individu qui vont se mettre ensemble, créer des processus d'agrégation, et à partir de ces processus d'agrégation, on va obtenir des effets collectifs, parfois des effets collectifs désirables et d'autres fois des effets collectifs indésirables. À ce stade, on peut résumer grosso modo la sociologie de Boudon par le fait que, selon lui, comprendre la société, c'est avant tout reconstruire la rationalité des individus, essayer de comprendre pourquoi ils font certains choix avec cette rationalité, et observer, analyser comment ces différentes interactions entre individus permettent de créer des effets collectifs alors qu'on partait de motivations purement individuelles à la base. Et pour illustrer cette pensée, avec un exemple un peu plus concret, on va faire un petit exercice qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Donc je vais mettre un tableau sur ma tête pour que tu puisses suivre en même temps. Et en gros, ça va te permettre de comprendre la logique qu'il y a derrière la pensée de Boudon. Donc là, dans notre cas de figure, on a deux prisonniers qui sont accusés d'avoir commis un cambriolage ensemble. Chacun des deux prisonniers a été placé en isolement, donc ils ne peuvent pas parler entre eux et ils ne peuvent pas s'arranger pour dire en gros quelle version ils vont donner à la police. Ils ne se sont pas concertés, donc ils ne se sont pas mis d'accord pour savoir qui va dire quoi. Juste, ils ont été chopés, on les a séparés et maintenant on va les questionner. À partir de là, c'est-à-dire qu'on a deux personnages et chaque personnage a deux choix à sa disposition, on va voir 4 cas de figure possibles découler de cette interaction, puisque en fonction de ce que chacun des prisonniers a répondu, la combinaison de leurs réponses va être différente. Dans le premier cas de figure possible, on a un des deux accusés qui va collaborer avec la justice et admettre qu'il a participé au crime, tout en dénonçant son camarade. Et en dénonçant du coup le complice, il va pouvoir bénéficier d'une réduction de peine, voire même d'être acquitté.
Donc si on regarde sur le tableau, c'est petit b et petit c qui pourraient arriver. Donc là, parmi les 4 cas de figure possibles, on en a déjà 2, sachant que ce qui change entre les deux, au final, c'est juste l'ordre dans lequel les prisonniers ont répondu, mais dans tous les cas, c'est la même chose. Un a nié et l'autre a assumé et dénoncé son partenaire. Troisième cas de figure, les 2 prisonniers nient avoir participé chacun au cambriolage. Et donc, on ne peut pas les charger très lourdement, puisque le fait qu'ils nient ne permet pas d'avoir d'autres preuves et d'avoir d'autres charges, puisqu'en gros, si tu as bien suivi dans les 2 premiers cas de figure, en gros, si on pouvait charger l'un des prisonniers, c'était grâce à la collaboration de l'un des 2. Alors que là, s'il n'y en a aucun qui collabore, ils ne peuvent pas aller bien loin dans l'enquête et ils sont obligés du coup de les pénaliser, mais dans une moindre mesure, puisqu'ils n'ont pas assez de charges contre eux, tout simplement. C'est le fait de dénoncer l'autre qui va permettre d'alimenter en gros la machine pour les punir, mais là en l'occurrence si personne ne parle, on ne peut pas le faire. Donc sur le tableau, cette situation serait le carré avec le petit a, dans lequel du coup chacun prend, imaginons 1 an et c'est tout, grâce au fait que personne n'a parlé et qu'il n'y a pas d'autres preuves. Et dernier cas de figure, donc le 4e qui nous intéresse, c'est la situation dans laquelle chaque prisonnier dénoncerait son complice. Dans ce cadre-là, la peine qu'ils risquent de recevoir sera bien plus élevée que s'ils avaient nié tous les 2. En effet, comme je l'expliquais tout à l'heure, lorsque l'un va parler, ça va rajouter des preuves et mettre des charges sur le dos de l'autre, sauf que dans ce cas de figure-ci, les preuves viendraient des 2 côtés, ce qui va alourdir encore plus le cas de chacun, puisque l'un va charger l'autre et vice-versa. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, dans les vrais faits de la vie réelle, c'est souvent ce qui se passe, c'est que les gens, quand on va les arrêter, ils vont très souvent dénoncer leur complice afin d'avoir une peine moins lourde. En tout cas, ils pensent être dans les 2 premiers cas de figure que j'ai décrits, donc petit b et petit c. Sauf que l'effet d'agrégation indésirable fait que souvent les autres complices vont aussi avoir la même démarche et donc on sort du cas de figure petit b et petit c et on va arriver dans le dernier que je viens de décrire, donc petit d, dans lequel tout le monde dénonce tout le monde et donc tout le monde va avoir des peines assez lourdes puisque ça va rajouter des preuves absolument partout. Malheureusement pour l'accusé numéro 1, il ne peut bénéficier d'un acquittement ou d'une réduction de peine seulement si c'est le seul à dénoncer son complice et que son complice nie le crime. Mais le fait est qu'il ne peut pas deviner quelle va être la décision de son complice. Et donc si son complice décide de le balancer lui aussi, le résultat voulu par l'accusé numéro 1 ne pourra pas être obtenu. Et ça, c'est un effet d'agrégation indésirable. Pourquoi on prend cet exemple du prisonnier? Tout simplement pour illustrer le fait que, à travers les préférences et les motivations individuelles et l'interaction de ces motivations, on peut avoir des effets complètement imprévisibles, voire même qui vont à l'inverse de nos intentions initiales, parce que le processus d'agrégation crée un résultat que l'on ne peut pas contrôler. Donc là, on a pris une image qui est fictive, hein, c'est un cas de figure qui a été inventé pour illustrer, mais dans les faits, Raymond Boudon pense que c'est ce qui se passe dans les phénomènes sociaux, les effets collectifs, etc. C'est qu'il dit, en gros, on peut tous avoir les mêmes intentions, par exemple, pour X objectif, on a tous on a tous envie du même résultat, mais nos intentions mises ensemble les unes avec les autres vont créer un effet d'accumulation qui va mener à un résultat que l'on ne peut pas prédire et qui parfois va être carrément l'inverse de ce qu'on voulait au départ. Et voilà comment il dit en gros que c'est à partir des motivations personnelles des individus que l'on peut expliquer la société. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux soutenir mon travail pour que je continue de faire mes vidéos de manière indépendante et que j'ai un revenu décent, je t'invite à faire un petit tour sur mon profil Utip et me faire un don ne serait-ce que d'1 €. En tout cas pour moi ça fait la différence au quotidien et merci infiniment aux personnes qui le font déjà. Si tu veux me suivre sur ma chaîne principale, la Carologie, tu trouveras le lien dans la description. Là pour le coup je raconte plus ma vie et je raconte un tas de choses diverses et variées. Et voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous et merci d'avoir regardé jusqu'ici.